Eh bien, nous revoilà pour cette seconde table ronde dédiée cette fois-ci à l'optimisation des initiatives et finalement le renforcement de solutions qui sont apportées. Vous aurez noté qu'on a une forme de progression dans la matinée. Donc là, on arrive à des aspects extrêmement pratiques et des actions et des initiatives qui sont menées au quotidien. Et pour nous en parler, nous avons deux intervenantes. Décidément, nous avons un plateau qui est très féminin ce matin, avec le docteur Christiane Vanier, qui est médecin directeur du Centre de prévention Bien Vieillir Agir Carco Auvergne-Rhône-Alpes Lyon. Donc, il va donc nous parler des préventions, des centres de prévention, et des séances de prévention. Et Catherine Bellocchi, qui est coordonnatrice en prévention santé au sein de la Mutualité Française Sud. Et on aura, mais à distance cette fois-ci, un collège d'experts composé du professeur Olivier Guérin, qui est président de la SFGG, merci de nous avoir rejoints, ainsi que de Benoît Durand, qui est directeur délégué de France Alzheimer. Merci mêmement pour votre présence. Peut-être on va démarrer assez rapidement avec cette première initiative, cette première solution qui est mise en place, qui est le centre de prévention de l'Agir Carco. Donc, docteur Christiane Vanier, vous avez développé des centres de prévention. Ça a été un petit peu abordé dans la table ronde juste avant, qui est sur finalement la philosophie qui présidait à l'ensemble des choses. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots de quoi il s'agit ? Merci beaucoup de me permettre d'intervenir. Et puis peut-être que justement, ça sera une réponse pour Madame Sariban, qui a beaucoup parlé des aidants. Et les centres de prévention, on le verra, ont des actions en direction des aidants. Alors, ce sont essentiellement des lieux de prévention primaire. Alors, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, prévention primaire, donc sur tous les champs de la prévention, que ce soit la nutrition, l'activité physique, le lien social, les troubles sensoriels, voilà, tout ce qui concerne donc la prévention sera évoqué et accompagné lors de nos bilans de prévention et parcours de prévention, puisque nos centres de prévention donc, proposent des parcours de prévention qui va débuter par un bilan initial de prévention. Notre spécificité, comme l'a dit Frédéric Decherve, c'est effectivement d'avoir un médecin et un psychologue qui va pouvoir donc faire en sorte d'avoir une approche globale, à la fois médico- et psychosociale, pour que les personnes, finalement, vieillissent en santé. Donc, on est vraiment sur des entretiens, si vous voulez, qui vont nous permettre d'avoir, à l'issue de ce bilan de prévention initiale, toutes les billes pour proposer un parcours de prévention à type d'atelier ou de rendez-vous un petit peu plus spécifique. Très bien. Et alors, comment ça se passe concrètement ? Voilà, moi, je suis dans la cible. Comment je suis informé ? Comment j'arrive jusque chez vous ? Alors, les instituts de retraite complémentaires Agir Carco vont inviter leurs bénéficiaires pour faire ces bilans de prévention, mais pas que. C'est-à-dire que la personne elle-même peut aller sur Internet, sur notre site www.centredeprévention.com et s'inscrire pour le bilan de prévention. Également Doctolib, puisque Madame Decherve en a parlé, on fait des téléconsultations de prévention. Donc, toutes les bénéficiaires, donc Agir Carco, que ce soit l'époux ou l'épouse, donc c'est vrai que de ce fait, on couvre à peu près 80% de la population, peuvent donc se voir proposer un parcours de prévention. Donc, quand ils ont accepté, eh bien, on va leur envoyer un auto-questionnaire où il y aura des questions simples qui rappellent un petit peu les questions du questionnaire avec. Il y a des questions, bien évidemment, sur l'audition, sur la vue, mais pas que, et qui va permettre de préparer en fait ces consultations. La personne va se poser pour réfléchir un petit peu à son état de santé, à ce qu'elle voudrait échanger avec les professionnels. Et puis, à l'arrivée dans le centre, eh bien, elle va rencontrer donc deux professionnels, un médecin à peu près pendant 1 heure, un psychologue pendant 1 heure. Donc le médecin, lui, est plus sur la recherche des fragilités qui peuvent avoir un impact sur l'avancée en âge. Donc on est toujours sur les grandes thématiques, donc les dépistages, la vaccination, la nutrition, l'activité physique, la mémoire, bien évidemment. Donc tous ces grandes fonctions sont abordées avec le bénéficiaire. Et puis après, le psychologue, lui, va être bien sûr
sur le versant psychosocial, avec le vécu au quotidien, le moral, le réseau social, le logement, tout ce qui peut impacter, déterminer en fait sa santé. À l'issue de ces 2 entretiens, eh bien, on va pouvoir faire un compte-rendu, donc ensemble, hein, médecin, psychologue, pour le médecin traitant, si le bénéficiaire évidemment le souhaite, et ça permettra donc de faire ce lien avec le médecin traitant et de pouvoir continuer les actions. Après, si au cours des entretiens, il a été mis en évidence qu'il y avait besoin de revoir la personne, notamment sur la mémoire, on a pu mettre en évidence des petites choses qui pouvaient évoquer un risque, eh bien, on va proposer de revoir le neuropsychologue qu'on a au niveau du centre, qui va revoir la personne pendant environ 1 heure pour une batterie de tests neuropsychologiques, qui permettra, la plupart du temps, de rassurer la personne, hein, parce que bien évidemment, les personnes qui viennent nous voir sont parfois des personnes qui peuvent accompagner des personnes qui ont une maladie d'Alzheimer, qui peuvent se poser des questions sur eux-mêmes, hein, sur leur mémoire, et qui peuvent se dire je vais faire ce bilan pour voir où j'en suis. Hein. Donc la plupart du temps, je rassure, on va faire un diagnostic comme quoi c'est bien, il n'y a pas de souci. Avec l'avancée en âge, nos mémoires évoluent, et donc on va pouvoir rassurer et proposer un atelier pour la mémoire, puisque nous faisons également, dans notre parcours de prévention, on proposera des ateliers pour la mémoire. Donc, ce qui permet d'orienter en fait les personnes. Mais là, en vous écoutant, on voit bien qu'on est sur du multifactoriel, oui. Avec des aspects qui concernent pour partie la maladie d'Alzheimer, hein, enfin, on l'a évoqué. Mais aujourd'hui, les gens qui viennent vous voir, ils ont quel âge? Alors, ils ont, pour l'instant, c'est 50 ans et plus. Hein. D'accord. On va sans doute rajeunir, hein, comme le disait Madame De Scherff tout à l'heure, mais à l'heure actuelle, dans nos centres, l'année dernière, c'était 68 ans en moyenne. Hein, d'accord. L'âge. Donc, on a affaire à des actifs et à des retraités. D'accord, donc oui, donc il y a de la marge entre 45 et 68 ans. Tout à fait. Enfin, en même temps, comme vous êtes sur des moyennes, il n'y aura jamais que des gens de 45 ans. Très bien. Et alors justement, vous dites ça va évoluer. Madame De Scherff a évoqué une modernisation. Et vous, sur le terrain, comment évolue aujourd'hui cette activité dans le domaine de la prévention? Ce sera ma dernière question. Alors, le but de notre parcours, c'est également amener les personnes à être acteurs de leur santé. Hein. Et pour ce faire, il faut les amener à prendre en charge une certaine leur santé, à changer de comportement par rapport à la nutrition, par rapport à l'activité physique, par rapport à leur mémoire. Donc tout ça, ça veut dire que le professionnel de santé, qu'il soit médecin, psychologue, doit faire ce qu'on appelle de l'entretien motivationnel, hein, c'est-à-dire amener la personne à. Et donc, on est tous, dans l'évolution des centres, c'est effectivement de proposer même des entretiens motivationnels, notamment sur des thématiques qui vont avoir des conséquences sur la mémoire, hein, donc pour l'activité physique, pour la nutrition, donc de revoir les personnes dans un deuxième temps sur ces thématiques-là. Et puis sur les aidants, encore une fois, on peut dépister des problématiques sur la mémoire. Bien sûr, on va adresser au médecin traitant pour une consultation mémoire hospitalière, mais on va pouvoir également être présent pour les aidants. Hein. Les aidants familiaux, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup la GIRC-ARCO, et on a mis en place au niveau des centres de prévention un atelier qu'on appelle aidant-aidé, qui va permettre justement d'accompagner l'aidant, mais l'aider aussi. Donc, par exemple, sur le centre de Lyon, on a une psychologue et une aide médico-psychologique qui animent ces ateliers. C'est 8 séances de 2 heures, et c'est vraiment toutes les thématiques qui vont être en lien avec la situation d'aidant. Donc on va parler de stress, on va parler de quotidien, on va parler de nutrition, on va parler d'aide sociale, etc. Et donc on est vraiment là aussi pour accompagner, orienter, accompagner. Et orienter. Oui. Très bien, merci. On y reviendra peut-être, hein, pendant nos échanges. J'aimerais maintenant passer la parole à Catherine Bellocchi. C'est Bellocchi, hein? Voilà, c'est Catherine Bellocchi qui va nous présenter les ateliers mémoire de la Fédération nationale de la mutualité française. Alors, vous êtes situé en Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça fait 15 ans.
que vous avez mis en place ces ateliers, enfin que ces ateliers ont été mis en place. Comment ça fonctionne en fait? Alors, dans le cadre de notre activité, c'est-à-dire la prévention et la promotion de la santé, la Mutualité française, en concertation bien sûr avec nos partenaires, avons réfléchi à un atelier qui pouvait être donc aider la personne à garder une certaine mémoire. L'atelier mémoire en prévention participe au processus dont vous avez évoqué, c'est-à-dire le vieillissement en santé, comme le définit l'Organisme mondial de la santé. Et il s'agit ici, dans nos ateliers mémoire, d'entraîner la mémoire avec des exercices appropriés, c'est-à-dire stimuler, développer, renforcer les mécanismes de mémorisation. On sait que la mémoire fait partie intégrante de notre personnalité. Cependant, plusieurs facteurs peuvent venir l'enrayer, et c'est sur ces points-là que nous essayons, en tous les cas, d'apporter des solutions, comme par exemple l'anxiété, la déprime, certains médicaments, on l'a évoqué tout à l'heure par nos experts, un choc émotionnel, le confinement que nous avons vécu. Tout ça peut bien sûr enrayer notre façon de mémoriser. Donc la perte de mémoire peut fragiliser bien sûr le public, en particulier les publics fragiles, donc pour ce qui nous concerne, nous, dans les ateliers mémoire, les seniors, et elle contribue malheureusement à diminuer leur concentration, leur dynamisme et par conséquent leur sociabilité. On l'a aussi évoqué, le lien social est très important aussi. Dans la plupart des cas, une baisse de performance de la mémoire révèle que la fonction cérébrale n'a pas été sollicitée. Et c'est à ce moment-là que la mutualité va proposer justement à ce public déjà peut-être qui s'interroge sûrement sur quelques oublis et qui commence aussi à angoisser aussi donc cet atelier qui doit pouvoir permettre à répondre et surtout rassurer s'il n'y a pas une pathologie particulière la personne. Donc, en quoi l'objectif, bien sûr, de notre atelier est d'aider les seniors, parce que le public cible les ateliers sont proposés à des publics qui ont 60 ans et plus. Mais bon, c'est sûr que la mémoire, c'est à tout âge de vie, bien sûr qu'il faut l'entretenir. Mais nous, en l'occurrence, c'est ce public-là qui nous intéresse, de manière à préserver les capacités mnésiques, de dédramatiser, bien sûr, les outils, les oublis, les outils aussi, c'est un lapsus, qui n'ont aucun caractère pathologique, de type maladie d'Alzheimer, qui nous concerne aujourd'hui. D'accord. Et surtout permettre d'acquérir des techniques de mémorisation, parce que ça s'apprend. Ça s'apprend, tout à l'heure on évoquait, ça peut s'apprendre de différentes façons, et c'est tout le contenu de nos ateliers. Et donc c'est une méthode qui se met en place, qui permet d'acquérir progressivement, si j'ai bien compris, des comportements, à la fois par les patients et éventuellement leurs proches, si jamais ils sont accompagnés. Mais ça se passe concrètement comment? Alors concrètement, le choix qui a été fait en Provence-Côte d'Azur, c'est d'utiliser la méthode Liliane Israël, qui porte le nom d'ailleurs de sa créatrice. Cette méthode, elle existe depuis plus de 20 ans. Et donc, elle propose, donc, sous la forme de 9 séances, un accompagnement avec des exercices appropriés pour stimuler, renforcer les mécanismes de mémorisation. Donc, chaque atelier de prévention est conçu de la même façon. C'est-à-dire, d'ailleurs, que ce soit un atelier de nutrition ou un atelier, par exemple, d'activité physique, il est important toujours, lorsque la personne arrive dans un atelier, de pouvoir comprendre ce qui se passe. Donc là, en l'occurrence, on va parler de la mémoire. Donc le psychologue, parce que c'est animé par un psychologue, va expliquer comment fonctionne la mémoire. Et parfois, le fait de comprendre comment fonctionne la mémoire va permettre déjà d'avoir une certaine compréhension et comprendre pourquoi, à un moment donné, elle peut être défaillante. Ensuite, donc, lors de ces 9 séances d'accompagnement, donc la première séance et la 8e séance va permettre aux psychologues qui accompagnent les seniors de pouvoir évaluer où il en est au niveau de sa mémoire. Et bien sûr, après, donc, entre cette première et cette dernière séance d'évaluation, le psychologue va proposer tout un tas d'exercices qui va faire appel à différentes mémoires, parce que bon, on ne l'a pas cité, mais bien sûr, il y a différentes mémoires qu'il faut bien sûr solliciter et entraîner. Et ça va permettre au psychologue aussi de mieux appréhender la personne qu'il a en face de lui et pouvoir, lors de la dernière séance, qui est un entretien duel, faire le point.
et justement voir éventuellement comment, bien sûr, a progressé la personne, voir s'il y a eu des blocages et pourquoi il y a eu des blocages. Est-ce que la personne prend des médicaments? Est-ce qu'elle a subi récemment un choc émotionnel? Est-ce qu'elle a eu une pathologie particulière, etc. Et ça va pouvoir être aussi l'occasion, bien sûr, avec le participant, d'être rassuré, le cas échéant, mais pas que, parce qu'éventuellement, si le psychologue soupçonne peut-être quelque chose qu'il faudrait creuser, pouvoir orienter la personne vers le bon spécialiste. Parce que même s'il y a une pathologie particulière, on l'a assez dit ce matin, il y a des choses à faire à tous les niveaux. Ouais, moi, j'ai l'impression que c'est une démarche qui ne s'arrête jamais, en fait. Complètement. Et vous, pareil, enfin, finalement, on met le pied à l'étrier à une période donnée qu'on estime la plus, enfin, dont on estime qu'il faudrait qu'elle soit la plus jeune possible. Et ensuite, on n'arrête pas. Et moi, j'avais juste une question par rapport à ça. C'est la question du financement. Aujourd'hui, c'est un financement qui est fait par l'ARS. Et je le dis aussi pour tous ceux qui nous écoutent, hein, qui à un moment donné se disent tiens, ce serait intéressant. Vous, en termes de modèle économique, comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce qu'il y a des choses qui pourraient être améliorées? Parce que j'imagine que si c'est l'ARS, il y a une évaluation qui est faite. Complètement. Voilà. Complètement. Dans toute action de prévention, même s'il est parfois compliqué de connaître l'impact à long terme, en tous les cas, il est important de pouvoir avancer avec les participants et pouvoir leur faire sentir aussi, au travers de différents ateliers de prévention, qu'il y a un impact. Si la personne devient acteur de sa santé, il y a des facteurs sur lesquels on peut agir. Et la mémoire en fait partie, comme la nutrition, comme l'activité physique, comme le lien social. Parce que je ne l'ai pas précisé, nos ateliers se font de manière collective. Et déjà, en cela, elles participent à l'amélioration. Parce que lorsqu'on sort d'un isolement, on l'a connu aujourd'hui avec le confinement qui nous a fragilisés, et d'autant plus les personnes qui étaient déjà très fragiles, il est important de pouvoir amener de la convivialité. Tout à l'heure, on a abordé le terme de plaisir, c'est important, parce que comme on l'expliquait, les ateliers, ce n'est pas une seule séance, c'est plusieurs séances. Il faut que la personne y trouve du plaisir, de la convivialité et un impact sur ce qu'elle recherche, c'est-à-dire améliorer sa mémoire. Donc d'où l'importance de le faire en petit comité. Un atelier mémoire, ça va être 12-15 personnes maximum. Aujourd'hui, un peu moins. D'accord, Voilà. Oui, un peu moins, évidemment, pour des raisons sanitaires. Très bien. Alors, peut-être, professeur Guérin, vous qui, normalement, allez apparaître sur notre écran. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour. Peut-être vous avez écouté deux initiatives dont je pense vous aviez entendu parler, mais finalement, qu'est-ce que ça vous inspire à la fois ces initiatives et les propos qui ont été tenus, et puis en quoi finalement ça rejoint aussi aujourd'hui à la fois les convictions et les actions de la SFGG et les vôtres, évidemment? Alors, moi, je trouve que ces initiatives sont excellentes, évidemment. Je trouve que c'est intéressant aussi de voir qu'elles sont parties de la GIRC, donc d'une caisse de retraite ou de la mutualité, et donc d'acteurs qui ne sont pas, on va dire, le socle sanitaire premier, ce qui, pour moi, met en relief l'absence complète dans notre pays de structuration dans le cadre du monde sanitaire de la vision de prévention, ce qui est assez dommageable maintenant, et on le voit tous les jours, nous les gériatres qui sommes en bout de chaîne, on va dire, de la prise en charge sanitaire de nos concitoyens, et on voit finalement la casse que peut produire un modèle non préventif qui a été construit sur le curatif, où là, pour le coup, le système français est plutôt très bon, mais où on a abandonné ce champ de la prévention depuis finalement très longtemps. On ne l'a pas abandonné, on ne s'en est jamais saisi, contrairement au bloc des pays du nord de l'Europe ou au bloc anglo-saxon et nord-américain. Donc c'est un vrai sujet, et on voit que c'est l'initiative de ceux qui ont en charge des adhérents, qui ont en charge un public donné qui le permet. Mais finalement, le pari de la prévention, il n'est pas à la hauteur des enjeux de cette prévention pour la préservation du capital, on va dire, santé et autonomie, hein, puisque le gériatre que je suis, évidemment, ne peut pas distinguer le capital santé du capital autonomie. On a une longévité qui s'est considérablement accrue, c'est une grande chance pour notre société, pour nous tous, mais nous n'avons pas fait ce saut nécessaire
de cette préservation individuelle de nos capitales santé et autonomie. Et finalement, pour être très rapide, et en 5 points, vous voyez, je structure le discours, les actions de prévention, il y a 5 conditions nécessaires qui ne sont pas réunies à l'heure actuelle. La première, c'est qu'il n'y a pas d'action de prévention non intégrative médico-psychosociale. Et c'est l'initiative de la GIRC. On voit bien que cette intégration médico-psychosociale, elle ne peut pas être démantibulée parce que sinon, il n'y a pas d'action de prévention. La santé est par nature médico-psychosociale. Dans le médico, c'est tout le champ sanitaire. Il y a aussi les rééducateurs, enfin, ce n'est pas le champ purement des médecins. C'est le champ du monde sanitaire remboursé Sécu, pour faire court. D'accord ? Donc, c'est médico-psychosocial et pas autrement. Le deuxième élément, c'est qu'elle doit s'appuyer sur des écosystèmes territoriaux qui sont extrêmement transversaux eux-mêmes. On va dire des effecteurs de la prévention. À la fois, évidemment, le bloc sanitaire, et là, on voit qu'il y a une vraie difficulté de structuration à l'heure actuelle, mais aussi les collectivités territoriales, par exemple, qui connaissent bien en proximité, qui sont l'échelon de proximité de la structuration administrative aussi de notre pays, les associations qui, heureusement, sont présentes sur le territoire français et qui font énormément dans ce champ-là, et même des acteurs nouveaux. Je pense en ce moment à La Poste, par exemple, qui est un groupe qui, par ses actions, par son ultra-proximité, par les facteurs, peut intervenir. Donc, vous voyez que c'est vraiment l'affaire de tous, et c'est ça qui est, à l'heure actuelle, non consolidé, on va dire, en termes d'organisation. Le troisième point, c'est la culture de la prévention, qui touche à la fois l'aspect, on va dire, d'information et d'éducation de nous tous, citoyens, sur cette fameuse préservation de notre capital santé et autonomie tout au long de notre vie. C'est un des sujets majeurs de la politique européenne de la mandature actuelle, cet empowerment citoyen sur le capital santé et autonomie. Donc, il faut être soi-même formé, soi-même éclairé pour comprendre les enjeux. Et le deuxième élément, c'est la formation des acteurs du système de soins. Le prof de médecine que je suis est désespéré de voir comment sont formés encore en fac de médecine aujourd'hui les étudiants en médecine. La place du curatif, c'est 95% des études de médecine. La prévention, c'est un tout petit bout. Et on le voit sur la structuration actuelle, par exemple, très déficitaire du soin primaire, ce qu'on appelle le soin primaire, qui doit être un des acteurs clés de la prévention. Donc la structuration en collectivité de soins primaires, le médecin tout seul ne fait rien, il a besoin de l'interdisciplinarité, et le médecin tout seul ne fait pas non plus si la quatrième condition n'est pas établie, c'est-à-dire l'exhaustivité de la prise en soin. Pourquoi ? Parce que, vous le savez peut-être, je suis membre du conseil scientifique de l'Élysée pour le Covid-19. Je le vis tous les jours comme représentant de la gériatrie française pour la vaccination des plus de 80 ans, qui est une vulnérabilité particulière liée à l'âge, de l'isolement des plus âgés. On n'arrive pas à les vacciner. Pourquoi ? Parce qu'on a un système qui n'est pas fait pour ça, parce qu'il laisse sur le bord du chemin ceux qui en ont le plus besoin. Et je ne mets pas que la vulnérabilité liée au très grand âge et à l'isolement du très grand âge, mais c'est toutes les vulnérabilités sociales aussi. On n'est pas bon sur les publics qui pourtant en ont le plus besoin de ces actions de prévention parce qu'on ne sait pas aller les chercher. Et on a besoin d'une structuration territoriale exhaustive. Il faut des communautés de soins primaires qui ont en charge le bloc d'immeubles et tous les gens qui vivent dedans, ou le territoire rural et tous les gens qui vivent dedans, et qu'on n'ait pas cette espèce de relation libérale, on va dire, de « je choisis mon médecin me choisit », et finalement ça se passe comme ça, parce que ça se passe bien pour ceux qui sont en capacité de choisir un médecin et qu'un médecin accepte de choisir, et ça met de côté tous ceux qui sont les plus loin du soin. Les deux derniers points, ils vont ensemble, c'est la capacité de financement. Il faut que la prévention devienne un objectif prioritaire de financement des objectifs de santé. Et enfin, qu'on ait aussi une forme de centre de preuve national, voire international, sur ces actions de prévention, parce qu'on a encore du travail à faire pour structurer dans un champ qui est compliqué en termes de preuves, mais où on ne sait même pas tellement ce qui se passe sur le terrain, avec des actions exemplaires qui ne remontent pas et qui font que de temps en temps, des expériences négatives sont reproduites, alors que des expériences très positives ne sont pas déployées. Donc vous voyez qu'on est à l'aube
d'un système de prévention efficient en France, mais il est peut-être temps de se réveiller. Et mon espoir, c'est que la crise Covid ait mis en relief que c'était une nécessité absolue. J'en profite pour vous dire que je suis désolé parce que j'ai conseil scientifique à 12 heures très précises et que je devrais vous abandonner donc à 11h59. En tout cas, merci à vous tous et ravi d'être avec vous. Merci à vous. Merci pour ces paroles. J'avais deux choses et ensuite je passerai la parole à Benoît Durand, mais il y a deux choses parmi les questions qui reviennent. Il y en a une qui est typiquement, à mon avis, dans le point 5 que vous venez de dire, hein, c'est qu'il y a une remarque d'un internaute qui nous dit « Dommage de ne pas parler des plateformes d'accompagnement, de répit, des ESA, toutes les institutions qui devraient nous orienter beaucoup plus en tant que famille. » Mais bon, on voulait simplement dire qu'on ne peut malheureusement pas parler de tout, donc vous avez un petit peu abordé cette question. Et surtout, il y en avait une autre qui était plutôt pour vous, qui est un message en fait qui est destiné à votre attention, qui est « Bonjour, concernant la mémoire, je constate dans mes interventions que l'écrit est un formidable vecteur de souvenirs. À partir d'un texte d'auteur, on arrive à faire émerger des souvenirs personnels, mais aussi des instants de vie. L'écriture est ensuite aisée et laisse une trace. » Alors oui, alors ça c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup et on a beaucoup d'actions de recherche, pas que nous, hein, ici au Centre Mémoire de ressources et de recherche de Nice. C'est tout ce qui est autour de la réminiscence finalement et le vecteur qui va bien pour évoquer les souvenirs. Hein. Ça va depuis des aspects très technologiques comme la réalité virtuelle immersive par exemple, pouvant associer du sensoriel à côté comme de l'olfaction, avec des éléments très spécifiques. La construction de films, c'est un projet qu'on a en cours en ce moment, hein, des constructions de films personnalisés, par exemple. Mais ça, c'est, on va dire, compliqué. Mais effectivement, tous ces aspects de réminiscence sont des sujets extrêmement étudiés, notamment par les collègues gérontopsychologues cliniciens, associés aux neuropsychologues, qui sont des métiers essentiels dans le champ de l'évaluation et de la prise en charge de la plainte mnésique comme derrière des maladies neurocognitives. Très bien, merci. Merci beaucoup. Benoît Durand, vous êtes directeur délégué de France Alzheimer. Et pour France Alzheimer, la place de la prévention, hein, qui est quand même nous habite, alors c'est vrai que vous faites aussi partie du collectif. Donc c'est quoi la place de la prévention? Qu'est-ce qu'il faudrait, à votre avis, aujourd'hui faire pour améliorer les choses? Là, on a beaucoup dit il faut bouger, il faut être beaucoup plus dynamique, il faut mettre en place des choses. Donc de votre point de vue, qu'est-ce qui est à faire? Qu'est-ce qui est urgent? Alors, bonjour à tous et à toutes. Alors, permets-moi juste avant de rebondir sur pas mal de choses, je vais essayer d'être court et synthétique. Mais du coup, quand on parle de la prévention, c'est un vaste sujet et je trouve que parfois on parle de prévention primaire sans le dire et de prévention après secondaire, tertiaire, quaternaire. Et du coup, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que si on parle de prévention primaire, j'entends dire, le professeur Amouyel notamment, à la rigueur, cette prévention-là, elle repose sur le sanitaire et les médecins, pas que. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, en fait, là, le professeur, le docteur Guérin l'a dit. D'ailleurs, entre parenthèses, je remercie pour avoir souligné le rôle des associations. Mais je veux dire, il y a un manque cruel d'information, de sensibilisation, de communication au plus haut niveau. Déjà, pour informer sur la maladie et informer sur la prévention. Donc déjà, perso, moi je trouve qu'on est déjà en recul par rapport en fait au plan dit plan Sarkozy de 2012, puisque du coup en fait on est un petit peu noyé. En fait, c'est comme si, et il faut aussi, enfin, une des choses c'est de déstigmatiser aussi la maladie et comment on l'accompagne aussi la maladie. J'ai l'impression qu'en fait ça devient un mot tabou. Voilà, par rapport à ce qui a été dit ce matin, 91% des Français ne connaissent pas les moyens de prévention Alzheimer. Bah, normal en fait, parce qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas ou très peu, en fait. En tout cas, une prise de conscience collective par rapport à ce sujet. On noie dans des grandes notions de l'autonomie. Pour moi, en fait, peut-être, mais en fait, ce n'est pas que. Pour preuve, hein, pendant la pandémie, quand même, sur les dérogations de sortie au tout départ, on ne parlait pas de troubles cognitifs. C'était anxiogène. Ça, c'est une problématique. Donc déjà, en fait, il faudrait commencer par ça. Nous, ce qu'on prône aussi, c'est l'inclusivité. Donc, en fait, après, si je parle de prévention secondaire, tertiaire et compagnie, si je reprends la définition, c'est toutes les dispositions qu'on va prendre, non pas pour empêcher l'apparition, parce qu'a priori, elle est déjà là, mais pour diminuer l'aggravation d'un risque et de la maladie. Donc là, il y a plein de choses à faire. Là aussi, quand j'entends dire la prévention, en fait, c'est pour le malade ou la personne malade, pas pour l'aidant.
je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, en fait, la prévention, c'est pour les deux. Malheureusement, en fait, la maladie d'Alzheimer, c'est une double gâchette. Et l'aidant, en fait, il est carrément intégré pour moi, dans la prévention de ce risque. L'aidant en bonne santé, l'aidant qui connaît bien, en fait, la maladie, qui sait bien l'accompagner, qui est aidé par des associations telles que France Alzheimer ou d'autres. Et on a parlé tout à l'heure, enfin, c'est dommage, hein, la question était intéressante, hein, sur les plateformes de répit, les accueils de jour, le répit de l'aidant. Un aidant en bonne santé, c'est un aidant qui accompagne bien. Un aidant pas en bonne santé, qui n'est pas accompagné, qui est isolé, qui est seul, c'est l'aggravation de sa santé à lui ou à elle et de la personne malade. Là aussi, conséquence Covid, on a vu en fait un aidant isolé avec la personne malade, plus de structure, plus d'aide à domicile, plus d'accueil de jour, des suicides. Ça, c'est la réalité. Donc ça aussi, ça c'est de la prévention pour moi. On a parlé de nutrition, on n'a pas parlé de dénutrition. C'est aussi important, parce que là aussi, il y a des liens à faire avec les soins dentaires, parce que la personne malade ne va pas pouvoir peut-être exprimer qu'il a mal aux dents, et c'est la dénutrition. L'inclusivité, je ne sais plus si j'en ai parlé ou pas, mais c'est important, c'est déstigmatiser la maladie. Donc l'inclusivité, c'est important, c'est tous les acteurs de la société, en fait, qui doivent connaître aussi les symptômes, les risques, etc., et l'accompagnement qu'il y a derrière. Il y a une vie après la maladie, après le diagnostic. Après, la prévention, c'est aussi plusieurs choses. C'est sensibiliser les plus jeunes, ça commence aussi par là. Nous, c'est ce qu'on commence à faire très, très jeunes dans les écoles. Déjà, ils comprennent mieux aussi le rapport qu'ils peuvent avoir avec leurs grands-parents. Ils comprennent mieux aussi les petits dysfonctionnements. Ça commence par là aussi. C'est tout simple. C'est la formation. Formation des aidants, certes, mais c'est aussi la formation des professionnels de santé. Après, là aussi, c'est dans le domaine de la prévention, mais c'est aussi pour essayer donc d'empêcher l'aggravation. Mais trop souvent, des personnes malades souhaitent intégrer, par exemple, une cohorte. Trop souvent, ça arrive trop tard. Soit parce que le diagnostic arrive trop tard. Juste, on n'a pas entendu, j'ai pas entendu, les personnes âgées soient intégrées dans une… Non, j'ai dit trop… Non, je parlais de cohorte. D'accord. J'ai dit trop souvent, des personnes malades souhaitent aussi participer après le diagnostic, en fait, à la recherche et intégrer une cohorte. Trop souvent, en fait, c'est dommage que le diagnostic est fait beaucoup trop tard et du coup, ils ne peuvent pas intégrer la cohorte sur tel ou tel critère parce qu'en fait, l'aggravation de la maladie est arrivée à un stade où ils ne peuvent pas intégrer une cohorte. Et ça, c'est dommage. Ça aussi, c'est de la prévention. France Alzheimer, bon, après, ce n'est pas le sujet, hein, mais c'est quand même dans le domaine de la prévention. À travers un fonds de dotation, on va monter une cohorte unique au monde où on intègre en fait les 3 dimensions de la personne malade, de l'apparenté à la personne malade et de l'aidant. Voilà ce que je voulais dire. Oui, qui est de toute façon une dimension qu'on a soulignée, parce que quand on dit qu'on va voir finalement les jeunes, si on fait la prévention de la maladie d'Alzheimer, mais au plan de la société, il me semble, hein, c'est-à-dire qu'on finalement on habitue, on déstigmatise le regard. Merci beaucoup. Je vais devoir bientôt clôturer. Est-ce que vous avez peut-être des réactions par rapport à ce qui a été dit? Alors c'est vrai qu'on a parlé de mémoire, on a parlé de prévention. Alors oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, bien évidemment. Je pense que la prévention, elle doit être globale sur l'ensemble du territoire. Alors c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Je vois au niveau de nos centres de prévention, c'est aussi un enjeu pour l'avenir, c'est de pouvoir aller au plus près des personnes, couvrir mieux ce territoire. Alors c'est vrai que la téléconsultation, c'est un outil qui va nous aider pour justement faire de la prévention au plus près. Donc voilà, donc c'est un petit peu ce que je voulais Très dire. Bien. Oui, bien, je pense qu'on parle de prévention depuis ce matin. Ouais. Je pense que l'information est le début de la prévention. Donc, et puis, c'est vraiment un ensemble d'acteurs. On l'a vu ce matin. C'est tous ensemble. Je pense qu'il y a des déclics qui sont en train de se mettre en place. Il y a des connexions qui sont en train de se mettre en place. Il faut continuer dans ce sens-là. Et puis peut-être travailler en partenariat. Vous voyez, nous sur le territoire, on ne peut pas tout faire, hein, mais par contre, travailler avec des partenaires, que ce soit la Mutualité française, que ce soit la CARSAT, que ce soit, eh bien, c'est important. Hein. Donc développer tous ces partenariats également. Très bien, qui est cette mise en branle dynamique et collective. Merci à tous. Je vais passer la parole à Hélène Jacquemont qui va faire une conclusion.
Je pense que nous n'avons pas d'autres questions qui se déroulent. Donc merci infiniment à l'ensemble de nos intervenants. À très bientôt, mais Hélène Jacquemont va vous expliquer ça bien mieux que je ne le ferai pour les prochaines étapes et les prochaines rencontres. Merci à tous.